Je m'appelle Émilie, et je n'oublierai jamais le jour où ma famille a essayé de nous effacer, mon grand-père et moi, devant des centaines d'invités. Mon grand-père milliardaire, Guillaume, a parcouru 6 heures en avion à travers le pays juste pour assister au mariage de mon frère, Mathieu. À 82 ans, son corps était frêle, mais sa fierté était inébranlable. Pourtant, dès son arrivée, mes parents l'ont poussé derrière les poubelles comme un invité indésirable, au lieu de l'homme qui avait bâti notre nom. La voix de ma mère m'a transpercée, ce vieux mendiant va nous faire honte. J'ai senti un feu dans ma poitrine. Quand j'ai protesté, sa main a claqué sur mon visage. Des halètements se sont répandus comme une traînée de poudre. Et avant que je ne puisse reprendre mon souffle, elle m'a ordonné de partir. J'ai trébuché vers les grilles, humilié, les larmes me brûlant les yeux. 20 minutes plus tard, j'ai entendu le grondement des moteurs. Et lorsque son jet privé a atterri, tout a changé. Le soleil printanier sur la Provence était trop éclatant, presque moqueur alors que je marchais vers les grilles du vignoble. Mes talons claquaient sur les pavés, résonnant plus fort que je ne l'aurais voulu, chaque pas me rappelant que je n'étais pas à ma place ici. Des rangées d'oliviers encadraient le chemin. Des roses s'enroulaient autour de l'arche, et des serveurs glissaient, portant des plateaux de champagne. On ne m'a pas offert un verre, pas une seule fois. J'ai aperçu mon reflet dans l'une des portes vitrées polies. Ma robe vert forêt pendait maladroitement sur moi, une robe de seconde main d'une friperie de Bordeaux. Mes cheveux étaient lâches, un peu ébouriffés par le vent, des taches de rousseur perçant le maquillage que je n'avais pas pris la peine de refaire. Dans une mer de robes de créateur et de smoking, je ressemblais à une intruse. Émilie, la voix m'a figée. Ma mère, Lynn, s'est approchée avec ce sourire mesuré et prédateur qu'elle affichait lors des réceptions mondaines. Ses yeux ont balayé ma silhouette, chaussures, ourlets, décolleté, comme si elle évaluait les dégâts. Convenable, a-t-elle dit finalement, ses lèvres se recourbant comme si le mot était une insulte. C'est tout ce que tu vas dire, ai-je demandé doucement, la gorge serrée. Elle s'est penchée plus près, son parfum assez fort pour piquer. Tu as répondu seule. Ne me fais pas regretter de t'avoir laissé entrer. Puis elle est partie, riant un peu trop fort avec une invitée en sequin. Je suis restée figée, mes mains serrant ma pochette. Je n'avais pas espéré un câlin, mais pas même un signe de tête, pas même un simple « je suis contente que tu sois venu ». Puis je l'ai vu, mon frère, Mathieu, l'enfant prodige. Il était entouré de ses amis d'université près des oliviers, un bras enroulé autour de Chloé, sa fiancée, l'autre paresseusement enroulé autour d'un verre de whisky ambré, son rire porté à travers le patio, lumineux et sans effort, tandis que je restais invisible. Mathieu, ai-je appelé, forçant un sourire. Il a jeté un coup d'œil dans ma direction, ses yeux me survolant comme si j'étais une inconnue demandant des indications. Oh, salut, monsieur, tu as réussi. Ses mots étaient plats, perfunctoires, son regard se tournant déjà vers ses amis. Le regard de Chloé a suivi le mien un instant. La dentelle ivoire s'accrochait à elle comme si elle était cousue à sa peau. Son sourire était tendu, poli, désintéressé. La chaleur a monté dans mon cou. J'ai voulu faire demi-tour et m'enfuir, mais quelque chose m'a enraciné là. Quelque chose d'entêté. C'était ma famille, aussi brisée soit-elle, et je refusais de disparaître si facilement. Alors, je suis restée à la lisière du rassemblement, serrant mon sac, faisant semblant de chercher quelqu'un qui se souciait de moi. Mais la vérité s'est installée lourdement dans mon estomac. J'étais juste une invitée à la célébration de ma propre famille. Et peut-être même pas cela. Et puis, à travers les rires et le tintement des coupes de champagne, j'ai entendu le grondement des pneus sur le gravier. Une voiture de ville sombre a ralenti et s'est arrêtée près des grilles. Mon cœur a fait un bond quand j'ai vu la porte s'ouvrir. Grand-père Guillaume était arrivé. La portière de la voiture s'est ouverte lentement. Et il était là, grand-père Guillaume. Son dos était un peu courbé, c'est pas délibéré, mais ses yeux, d'un bleu vif, se sont illuminés lorsqu'ils m'ont trouvé. Il portait un costume bleu marine foncé qui lui pendait un peu, une cravate légèrement de travers, et des chaussures juste assez cirées pour montrer qu'il avait fait un effort. À 82 ans, il n'aurait pas dû voyager si loin, mais il l'a fait pour Mathieu. Émilie, a-t-il rauque, sa voix rude, mais stable. Tu es la seule pour qui il vaut la peine de prendre l'avion.
Ma gorge s'est serrée. J'ai couru vers lui, le serrant dans mes bras. La légère odeur de chewing-gum à la menthe poivrée et d'après-rasage s'accrochait à sa veste. Un instant, le bruit du mariage s'est estompé, et nous étions juste nous, moi, et la seule personne de cette famille qui me voyait encore. Mais quand j'ai regardé autour de moi, personne d'autre n'a bougé. Ni mon père, Roland, qui faisait semblant d'être fasciné par la carte des vins. Ni ma mère, qui polissait son bracelet au soleil. Pas même Mathieu, qui n'a même pas fait un signe de la main. Un membre du personnel est apparu soudainement, un bloc-notes à la main. Par ici, monsieur, a-t-il dit vivement, en désignant l'autre côté du patio. J'ai commencé à suivre, puis j'ai figé. Le chemin contournait l'arche fleurie, passait la fontaine, passait la cuisine extérieure, et se terminait à 2 chaises en plastique bancal coincées entre des poubelles débordantes. Le bourdonnement des bouches d'aération du traiteur couvrait la musique du quatuor à cordes. Ma poitrine s'est serrée. Excusez-moi, ai-je appelé après le membre du personnel. Il doit y avoir une erreur. Il a vérifié son tableau, haussé les épaules et est parti. Je me suis tournée vers ma mère, qui se tenait à moins de 6 mètres, sirotant du champagne comme si c'était de l'oxygène. Pourquoi grand-père est-il assis là, ai-je demandé. Elle n'a même pas cligné des yeux. Son regard a glissé sur moi comme si je ne valais pas son temps. Finalement, elle a murmuré, il a insisté pour venir. Je lui ai dit qu'il ne s'amuserait pas. Les mendiants ne peuvent pas faire les difficiles. Mes poings se sont serrés. Ce n'est pas un mendiant. Ses lèvres se sont pincées. Elle s'est rapprochée, son chuchotement aussi tranchant que du verre. Ce vieil homme va nous faire honte. La façon dont il parle, la façon dont il mange, la façon dont il sent. Je ne le laisserai pas gâcher la journée de Mathieu. Je l'ai regardé, cherchant la moindre fissure d'humanité, mais n'ai rien trouvé. Son visage était tendu, ses yeux froids. Elle ne faisait même plus semblant. J'ai jeté un coup d'œil à grand-père. Il était assis tranquillement sur la chaise en plastique, les épaules voûtées, faisant semblant de ne pas remarquer les poubelles ou les regards de pitié des étrangers. Ses mains reposaient sur sa canne, les jointures pâles. Cela m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Mon grand-père, l'homme qui avait construit tout ce que cette famille possédait, jeté comme une ordure au mariage de son propre petit-fils. Et j'ai su alors que le silence n'était plus une option. J'ai senti mon pouls marteler dans mes oreilles alors que les serveurs commençaient à diriger les invités vers leur table. Les verres en cristal tintinabulaient. Les rires flottaient à travers le vignoble. Et pourtant, tout ce que je voyais, c'était mon grand-père, 82 ans, assis à côté des poubelles comme une pensée après coup. Mes mains tremblaient, mais je me suis levée. Je n'allais pas laisser passer cela. J'ai tapé ma fourchette contre un verre, le délicat tintement coupant le bavardage. Les conversations se sont éteintes. Des dizaines de visages se sont tournés vers moi. Excusez-moi, ai-je dit, ma voix tremblant au début. J'ai pris une inspiration, j'ai redressé mes épaules. J'ai juste une question. J'ai regardé directement mes parents, mes mots plus forts maintenant. Pourquoi mon grand-père est-il assis près des poubelles alors que des étrangers sont assis à la table de la famille? Des halètements ont parcouru la foule. Quelques invités ont échangé des regards nerveux. D'autres se sont penchés en avant, curieux. Puis, des talons claquant comme des coups de pistolet, ma mère s'est précipitée vers moi, ses yeux flamboyaient. Fille ingrate, a-t-elle sifflé avant que je ne puisse broncher. Sa main a frappé ma joue avec un claquement sec. Le son a résonné à travers le patio comme un fouet. Ma peau a brûlé instantanément, mais c'est l'humiliation qui a fait le plus mal. Un halètement collectif s'est répandu dans la pièce. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Un autre a murmuré, « Elle a vraiment ?» J'ai chancelé en arrière, agrippant mon visage. Le monde a basculé une seconde, mais j'ai refusé de pleurer. Pas ici. Pas devant eux. Tu n'as pas ta place ici, a craché ma mère, sa voix venimeuse. Tu n'as jamais eu ta place. Sors avant de nous embarrasser encore plus. Elle a claqué des doigts vers un membre du personnel proche. Escortez-la dehors. J'ai dégluti difficilement, forçant mon menton à se lever, même si ma vision était floue.
Tout ce que j'ai fait, c'est demander du respect pour lui, ai-je chuchoté, désignant grand-père Guillaume, mais personne n'a bougé pour me défendre. Mon père a détourné le regard, soudain fasciné par ses boutons de manchette. Mathieu s'est agité inconfortablement, mais n'a pas parlé. Chloé s'est penchée plus près de lui, chuchotant, son expression illisible. Le membre du personnel a hésité, ses yeux allant de moi à ma mère. Le regard de ma mère s'est durci. Et finalement, il s'est avancé. C'est bon, ai-je dit rapidement, ma voix stable malgré la douleur dans ma gorge. Je peux sortir seule. Je me suis retournée, mes talons accrochant le gravier, ma jupe traînant sur les pierres poussiéreuses. La foule s'est écartée en silence, une centaine d'yeux sur moi. La honte m'a enveloppée comme une seconde peau. Derrière moi, la voix de ma mère portait, froide et claire, ingrate, tout comme son grand-père. Je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. Mais alors que j'atteignais le bord du patio, j'ai senti un mouvement. Grand-père Guillaume s'était levé de sa chaise. Lentement, douloureusement, il a marché vers moi. Il a pressé quelque chose dans ma paume, un mouchoir en soie verte, effiloché au bord, brodé de la lettre E. J'ai serré mes doigts autour. Mes joues brûlaient encore de la gifle, mais son geste a sonné comme une promesse. Et pour la première fois ce jour-là, je n'étais pas entièrement seule. J'étais assise sur un muret de pierre au bord du vignoble, serrant si fort le mouchoir de grand-père dans mon poing que la broderie s'enfonçait dans ma peau. La brûlure de la gifle de ma mère pulsait encore sur ma joue. Mais pire encore était le silence. Des centaines d'yeux me regardant partir comme si j'étais la honte. La musique et les rires parvenaient faiblement du patio. J'aurais presque pu me convaincre que j'avais tout imaginé, jusqu'à ce que le son me parvienne. Un grondement sourd, régulier, plus lourd que n'importe quel moteur de voiture que j'ai jamais entendu. Au début, j'ai cru que c'était le tonnerre qui roulait sur la vallée. Mais ensuite, le sol sous mes talons a tremblé. J'ai plissé les yeux vers la route de gravier qui serpentait derrière le vignoble, protégeant mes yeux du soleil. C'est alors que je l'ai vue. Une élégante Rolls-Royce noire a glissé en vue, sa peinture capturant la lumière dorée de la fin d'après-midi. 2 SUV noirs suivaient de près, leurs moteurs vrombissant en parfaite synchronisation. Les voitures ont ralenti, se déplaçant comme une procession, délibérée et puissante. J'ai figé. L'air a changé. Même les oiseaux semblaient s'arrêter. La Rolls-Royce s'est arrêtée à quelques mètres. Un chauffeur en uniforme est sorti avec une urgence silencieuse, se hâtant vers la porte arrière. Il l'a ouverte et grand-père en est sorti, non pas l'homme frêle et courbé qui était sorti d'une voiture de ville une heure plus tôt. Non, c'était Guillaume Aille, le milliardaire fondateur des vignobles Aille, l'homme dont le nom était murmuré dans les ventes aux enchères de vin et les conseils d'administration de l'industrie. Son costume était parfaitement ajusté cette fois. Le tissu bleu marine net contre sa silhouette. Ses chaussures brillaient comme des miroirs. Des lunettes de soleil cachaient ses yeux. Mais la posture de ses épaules était indéniable. Droite, confiante, inflexible. 2 hommes en costume sombre l'encadraient, leurs mouvements précis, balayant le terrain d'un œil exercé. La sécurité. Ma bouche s'est ouverte. Grand-père, ai-je chuchoté, à peine capable de respirer. Il m'a repéré instantanément, s'est arrêté, a retiré ses lunettes de soleil d'un geste délibéré, ses yeux clairs, stables, familiers, ont rencontré les miens. Eh bien, ma chérie, a-t-il dit, d'une voix forte. Rien à voir avec le ton rauque qu'il avait utilisé auparavant. Prête à faire bouger les choses? Je me suis levée lentement, serrant plus fort le mouchoir, mon cœur martelant ma poitrine. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a offert son bras, ses lèvres se courbant en un sourire tendu. Voyons si ton frère se souvient de qui possède réellement cette terre. Mes genoux ont failli fléchir. Possède cette terre, ai-je répété, stupéfaite. Les hommes de la sécurité se sont dirigés vers le portillon latéral, le même portillon par lequel j'avais été poussé avec honte quelques instants plus tôt. Cette fois, le personnel ne les a pas bloqués. L'un d'eux a même tenu le portillon ouvert, ses yeux jetant des regards nerveux à grand-père. J'ai dégluti difficilement, j'ai glissé ma main dans le bras de grand-père, et je l'ai laissé me guider. Mes talons craquaient sur le gravier,
mais je n'ai pas trébuché. Pas cette fois. À chaque pas, la vérité s'imprimait plus fort contre ma poitrine. Ce n'était pas un lieu loué. C'était son vignoble, son empire. Et soudain, j'ai réalisé que j'étais sur le point de voir le monde que je pensais connaître s'écrouler devant tout le monde. La musique de la salle de réception flottait à travers les portes-fenêtres ouvertes du patio alors que grand-père et moi passions la grille latérale. Les invités étaient en plein toast, verre levé, les rires se mêlant aux notes d'un quatuor à cordes. La voix de ma mère, amplifiée par un microphone, résonnait au-dessus de la foule, et bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans la vision de Mathieu, son ambition, son dévouement. Ses mots se sont brisés comme du verre sous les pieds lorsqu'elle a vu qui franchissait la grille. Grand-père n'a pas hésité. Sa canne a frappé le sol en pierre d'un rythme sec alors qu'il traversait le patio. Les deux hommes de la sécurité le flanquaient comme des ombres. Les conversations se sont éteintes à mi-phrase. Les coupes de champagne flottaient en l'air, oubliées. La mâchoire de mon père s'est relâchée. Mathieu a baissé son verre, le visage pâle. La main de Chloé a serré son bras comme si elle avait vu un fantôme. Grand-père a monté la petite estrade à côté du quatuor à cordes. Sans un mot, il a tendu la main et a doucement pris le microphone des mains de ma mère. Elle n'a pas résisté. Elle l'a juste regardé, les yeux écarquillés, comme si l'air lui avait été volé des poumons. Grand-père s'est tourné vers la foule, sa voix calme, mais lourde d'autorité. Je n'allais rien dire, a-t-il commencé. Après tout, c'est un mariage, un jour de joie, un jour d'amour. Mais parfois, le silence est pris pour de la faiblesse. Et je pense qu'il est temps que les gens connaissent la vérité. Un murmure a parcouru les invités. Mon père s'est agité, tirant sur son col. Mathieu a fixé ses chaussures. Le regard de grand-père a balayé la pièce. J'ai construit ce vignoble de mes mains. Je l'ai nommé d'après ma défunte épouse, Carmen. Je l'ai donné à cette famille, confiant qu'il serait soigné. Mais quand je suis arrivé aujourd'hui, personne ne m'a accueilli. Personne n'a demandé où je devais m'asseoir. Au lieu de cela, j'ai été placé à côté des poubelles parce que c'était le message, que j'étais jetable. Un halètement a monté de l'arrière. Quelqu'un a chuchoté, « Oh mon Dieu !» Le regard de grand-père s'est fait froid, délibéré, vers mes parents, et j'ai reçu le message haut et clair. Ma mère a enfin retrouvé sa voix. Guillaume, s'il te plaît, tu fais une scène. Ne gâche pas la journée de Mathieu. La canne de grand-père a frappé la scène, la faisant taire. Le claquement sec a résonné à travers le plafond de verre comme le tonnerre. Gâcher? Non. Ce qui gâche une journée, c'est la cruauté déguisée en fierté. Ce qui ruine une famille, c'est la cupidité cachée derrière les coupes de champagne. Vous pensez que je suis l'embarras? Sa voix s'est élevée, stable et impérieuse. Non, l'embarras est le vôtre. Il a marqué une pause, puis s'est tourné vers moi. Ses yeux se sont adoucis, et ses mots sont venus lentement, délibérément. J'ai construit cet empire pour elle, a-t-il dit, me désignant directement. Pas pour vous. L'air a été aspiré de la pièce. Les fourchettes ont tinté contre les assiettes alors que les mains tremblaient. Les parents de Chloé ont échangé des regards surpris. Toutes les têtes se sont tournées vers moi où je me tenais près de l'arche, à moitié cachée dans l'ombre. La voix de Mathieu s'est brisée, mince d'incrédulité. Tu ne peux pas être sérieux. Oh, je suis très sérieux, a dit grand-père, son ton comme de l'acier. Elle était la seule à me rendre visite quand j'étais malade. La seule qui se souciait. Pendant que le reste d'entre vous, son regard a balayé mes parents, Mathieu était trop occupé à polir vos réputations. Elle s'est assise avec moi pendant les longues nuits. Le visage de ma mère s'est tordu, rouge de rage. Mensonge. Elle n'est rien, mais elle est tout ce que vous n'êtes pas, l'a coupé grand-père, sa voix tonitruante. La foule était silencieuse, mais ce n'était pas un silence poli. C'était tranchant, essoufflé, lourd. J'ai senti des dizaines d'yeux sur moi, mais cette fois, je n'ai pas reculé. Mes joues brûlaient encore de la gifle, mais la honte était partie. À la place, il y avait quelque chose de plus fort, ancré par le mouchoir en soie verte toujours serré dans ma paume. Grand-père a levé le microphone plus haut,
ses prochains mots coupant la pièce comme une lame. Vous vouliez m'enterrer derrière les poubelles. Au lieu de cela, vous vous êtes enterré vous-même. Parce que la vérité ne pourrit pas dans l'obscurité. Elle attend. Et maintenant, elle est là. Pendant un instant, personne n'a bougé. L'air à l'intérieur de cette salle de réception au mur de verre s'est épaissi. Chaque invité figé entre l'incrédulité et la peur. Puis grand-père a fouillé dans son blazer et a sorti une épaisse enveloppe de couleur crème, scellée et notariée. Il l'a tenue en l'air. Ceci, a-t-il dit, d'une voix stable, est le testament, le vrai testament, signé, daté, témoigné bien avant que l'un d'entre vous n'essaie de le tordre. Des halètements ont parcouru la foule. Mon père s'est penché en avant, le visage pâle. Ce n'est pas possible. Tu l'as changé des mois plus tard. Tu ne te souviens pas? Les yeux de grand-père se sont rétrécis. Non. Il a ouvert l'enveloppe avec une lenteur délibérée, en faisant glisser les lourds papiers. Daté 2 mois avant ma maladie. Bien avant la pneumonie, bien avant la sédation, quand mon esprit était clair et ma main était stable. Il a levé une page. Même de là où je me tenais, j'ai reconnu la signature audacieuse et élancée, la sienne, incomparable. Vous avez dit à l'avocat que j'étais inapte, a dit grand-père, sa voix un claquement de fouet. Vous avez falsifié un certificat médical pendant que j'étais sur un lit d'hôpital, vous faisant confiance. Sa canne a claqué contre la scène. Vous avez volé, non pas à moi, mais à elle. Des dizaines d'yeux se sont tournés vers moi. Mon souffle s'est coupé. Avant que quiconque ne puisse parler, les portes arrière ont grincé et se sont ouvertes. Une silhouette en sweat à capuche gris est entrée. Mon pouls a bondi. C'était Matteo, un ancien gérant de vignoble qui avait disparu après que Mathieu ait restructuré le personnel. Il a avancé, sortant quelque chose de sa poche. Une clé USB a brillé dans la lumière. Je pense que vous voudrez voir ça, a-t-il dit, d'une voix stable, bien que ses mains tremblaient. Grand-père a hoché la tête et l'un de ses agents de sécurité s'est rapidement déplacé, branchant la clé dans le projecteur de la réception. L'écran a clignoté puis s'est animé. Les images étaient granuleuses mais claires. La chambre de fermentation horodatée après minuit. Mathieu s'y est glissé, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Dans sa main, un récipient. Il s'est dirigé vers l'une des grandes cuves en acier, a dévissé le bouchon et a versé. Un murmure a parcouru la foule. Quelqu'un a chuchoté, c'est. Oui, a dit Matteo, du solvant industriel. Il m'a payé 10 000 € pour appeler ça un accident. Je ne pouvais pas vivre avec ça. À l'écran, la silhouette de Mathieu s'est figée, prise en plein versement. Son visage éclairé par la caméra de sécurité était indéniable. Chloé a halté, se couvrant la bouche des 2 mains. Mathieu, non, a-t-elle chuchoté. Mathieu s'est levé d'un bond, la couleur s'échappant de son visage. C'est un coup monté, une vendetta familiale. Asseyez-vous, a claqué un actionnaire du premier rang, sa voix comme un marteau. C'est un sabotage de niveau criminel. Le visage de ma mère s'est tordu. Vous ne comprenez pas. Nous protégions la marque, protégeant le nom de la famille. Non, ai-je dit, m'avançant, ma voix résonnant clairement dans la salle. Vous protégiez votre ego, et vous étiez prêt à empoisonner tout, y compris le dernier assemblage de grand-mère, juste pour garder le contrôle. Le silence a suivi. Pas le genre gênant, mais le genre lourd et final qui enchaîne les coupables. La voix de grand-père l'a coupé. J'ai fait confiance à cette famille. J'ai confié ce vignoble à vos soins, et vous m'avez rendu l'appareil avec des mensonges, des faux documents et du sabotage. Assez. Il s'est tourné vers l'avocat debout à ses côtés. L'homme a ajusté ses lunettes, s'est éclairci la gorge et a brandi un dossier en cuir. Avec effet immédiat, a lu l'avocat. Sa voix était ferme. Guillaume Aille a transféré toute autorité légale et participation majoritaire dans les vignobles Aille à sa petite-fille Émilie Aille. La terre, la cave et les actifs associés sont garantis sous son nom. Les mots ont claqué comme le tonnerre. Les invités ont halté. Certains ont même applaudi doucement, mais ma famille, ma soi-disant famille, est restée frappée. Les lèvres de mon père ont bougé sans son.
Les mains de ma mère ont agrippé le dossier d'une chaise, les jointures blanches. Mathieu avait l'air de quelqu'un à qui on avait retiré le sol sous les pieds. Grand-père a levé sa canne, la pointant directement vers eux. Vous avez essayé de m'effacer. Vous avez essayé de l'effacer, mais la vérité ne plie pas. Peu importe combien d'argent vous versez dessus, tout me revient. Et alors que je me tenais là, le mouchoir toujours dans mon poing, j'ai senti la honte d'avant s'envoler, remplacée par quelque chose de féroce, d'inébranlable. Pour la première fois, je n'étais pas la paria. J'étais l'héritière. La salle de réception s'était transformée en un cimetière d'illusions brisées. Les invités s'agitaient mal à l'aise sur leurs chaises, des murmures glissant comme de la fumée. Le quatuor à cordes avait complètement cessé de jouer. Leurs instruments reposaient silencieusement sur leurs genoux. Mathieu a explosé le premier. Il s'est levé de sa chaise, sa voix éraillée et sauvage. C'est insensé. Ce sont tous des mensonges. Elle m'a piégé. Il m'a pointé du doigt, son visage marbré de rouge. Émilie ne mérite rien. Et elle a toujours été jalouse de moi. Dis-leur, maman. Dis-leur. Lynn s'est levée à ses côtés, son collier de perles tremblant contre sa gorge. Bien sûr, elle est jalouse. Elle n'a rien. Elle n'a toujours été rien. Guillaume, c'est de la folie. Tu détruis ta propre famille. J'ai fait un pas en avant, le cœur battant, mais ma voix était stable. Non, maman. Tu as détruit cette famille au moment où tu as choisi les apparences plutôt que l'amour. Tu m'as giflé devant tout le monde parce que je l'ai défendu. J'ai montré grand-père. Tu l'as traité comme une ordure parce que tu pensais qu'il était impuissant. C'est ça, qui tu es. Ses yeux se sont rétrécis, le venin coulant de ses mots. Tu n'as toujours pas ta place, Émilie. Tu ne l'as jamais eue. Quelque chose en moi s'est endurci. J'ai levé le menton, affrontant son regard de face. Tu te trompes. J'ai longtemps cru ça. J'ai longtemps pensé que j'étais l'échec, l'étrangère, la honte de cette famille. Mais maintenant je vois clairement. Je n'ai jamais été l'embarras. C'était vous. Un halètement collectif a balayé la salle. Une invitée a même serré ses perles, secouant la tête d'incrédulité. Une autre a marmonné, elle a raison. Roland, mon père, s'est enfin agité. Sa voix s'est brisée, mince et désespérée. Arrête ça. Tu vas tous nous détruire. Émilie, réfléchis à ce que tu fais. Je me suis tournée vers lui, la gorge serrée, mais mes mots étaient fermes. J'y ai réfléchi toute la nuit, toute ma vie, et j'en ai fini de porter le poids de vos mensonges. La chaise de Mathieu a grincé en arrière alors qu'il se précipitait vers moi, les poings serrés. L'un des agents de sécurité de grand-père l'a intercepté instantanément, posant une main ferme sur sa poitrine. « Asseyez-vous, monsieur », a dit le garde d'un ton neutre. Mathieu s'est figé, le souffle court, les yeux errant follement dans la pièce comme s'il cherchait une échappatoire. Chloé, sa future épouse, était pâle et tremblante. « Mathieu, dis-moi que ce n'est pas vrai », a-t-elle chuchoté, le mascara coulant sur ses joues. Mais Mathieu n'a rien dit. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle confession. De l'autre côté de la pièce, le père de Chloé s'est levé brusquement, sa voix froide. « Allez chercher la voiture. » Ses yeux ont jeté un regard dégoûté à Mathieu. « Nous en avons fini ici. » Le mariage tout entier vacillait sur le point de s'effondrer. Les robes bruissaient alors que les invités s'agitaient nerveusement. Quelqu'un a chuchoté, « Je n'ai pas signé pour ce cirque. » Grand-père a frappé sa canne une fois de plus, le son perçant la tension. Assez. Sa voix a tonné avec finalité. Ce mariage est terminé. Aucun vœu ne sera prononcé tant que cette famille se tiendra sur un terrain empoisonné. Le visage de l'officiant était pâle. Lentement, il a fermé le livre relié en cuir devant lui. Le silence qui a suivi était suffocant. Et juste comme ça, la journée parfaite de Mathieu s'est brisée en ruines. Quand l'officiant a claqué son livre, c'est comme si l'air lui-même avait changé. Les invités ont commencé à se disperser, murmurant, secouant la tête, certains sortant en trombe, d'autres s'attardant dans un silence stupéfait.
Le mariage s'était effondré comme un château de cartes, et pour une fois, ce n'était pas moi qui restais dans les décombres. Grand-père a posé une main sur mon épaule, ferme, rassurante. Il est temps de laisser cette pourriture derrière nous, Émilie, a-t-il dit doucement. Ces mots n'étaient pas de colère. Ils étaient résolus. Plus tard ce soir-là, loin du chaos, je me suis retrouvée dans le jardin inférieur, le sanctuaire de grand-mère Carmen. Les roses qu'elle avait plantées fleurissaient toujours le long de la clôture, parfumées même dans la fraîcheur du crépuscule. Je me suis assise sur le banc en bois usé où elle fredonnait en taillant les vignes, serrant le mouchoir vert que grand-père m'avait donné. La terre à mes pieds était sèche, craquée. J'y ai quand même passé mes mains, juste pour me sentir plus proche d'elle. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'enterré sous une boîte en fer rouillé. Je l'ai ouverte avec difficulté, le cœur battant, et à l'intérieur se trouvait une lettre enveloppée de lin, écrite de la main familière de grand-mère. Si tu lis ceci, Émilie, alors tu connais déjà la vérité. Ils n'ont jamais vu ta force, mais moi, oui. Cette terre appartient à celle qui sait l'aimer en retour. Les larmes ont brouillé les mots, mais je n'ai pas pleuré de douleur. J'ai pleuré de reconnaissance. Pour la première fois, j'ai senti sa voix à mes côtés, sa main guidant la mienne. Des semaines plus tard, le vignoble a repris vie, non pas avec des robes de créateurs et des toasts au champagne, mais avec des voisins, des ouvriers et des amis qui se souvenaient de ce que signifiait appartenir. Nous avons dressé des tables sous des lanternes en papier tendu entre les oliviers. Du pain frais et du romarin reposaient dans des paniers rustiques. Les rires montaient, spontanés, authentiques. Je portais une simple robe bleu marine, rien de glamour, mais épinglée à ma poitrine se trouvait la vieille broche en forme de vigne de grand-mère. Alors que je versais du vin dans les verres des gens qui avaient travaillé ici pendant des décennies, j'ai enfin ressenti ce que la famille devrait être. Grand-père a tapé sa canne contre l'estrade que nous avions construite près de la pergola. Il a levé son verre, sa voix résonnant clairement. À Émilie, a-t-il déclaré, celle qui s'est souvenue de ce que la famille est censée signifier. Ce vignoble ne m'appartient plus. Il lui appartient parce qu'elle a choisi l'amour plutôt que la fierté. La foule a éclaté en applaudissements, les verres tintant en signe de solidarité. J'ai levé le mien aussi, mais ma gorge était trop serrée pour parler. Plus tard, quand le jardin s'est vidé et que seule la lumière des lanternes est restée, j'ai marché seul entre les vignes. Le sol craquait sous mes chaussures, et l'air nocturne sentait la terre et la possibilité. Au pied de la vigne principale se trouvait une plaque que nous avions installée ce matin-là pour Carmen, pour ceux qui fleurissent après avoir été enterrés. J'ai touché le laiton, puis la terre en dessous, murmurant doucement, « Merci d'avoir attendu ». Pour une fois, je ne me sentais pas comme une visiteuse. Je ne me sentais pas comme un embarras. Je me sentais chez moi.